Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nigériens, Nigériennes, mes chers compatriotes, l'heure est extrêmement grave, très grave, et elle nous interpelle au plus haut point. Au lendemain de ce fameux sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et au regard des décisions macabres qui en sont issues, nous sommes individuellement et collectivement interpellés quant à l'opportunité de continuer à subir de manière injuste l'application des mesures fantaisistes, illégales, inhumaines qui ont été prises au premier sommet du 30 juillet passé. Nous sommes aujourd'hui à un moment historique et critique qui doit nous amener à évaluer et à apprécier objectivement les données de base sur lesquelles la CEDEAO fonctionne aujourd'hui. Tout le monde, depuis notre première intervention, a eu à se rendre compte que la CEDEAO ne travaille plus avec ses propres textes, que les chefs d'État ne fonctionnent plus en tant que chefs d'État, incarnant les pays et les peuples qu'ils sont censés représenter, et agissant au nom et pour le compte de ces peuples, mais plutôt ils agissent en individus et pour leur compte et pour le compte de leurs alliés, de leurs mentors, de leurs complices. Culte de la considération des préoccupations de leurs peuples respectifs. À partir de cet instant, il est donc important que chacun soit dans la position de comprendre que la CEDEAO, comme l'UEMOA, ne sont plus en tant que telles des institutions qui travaillent sur la base des causes et des motifs de base qui ont présidé à leur création et les objectifs qui leur ont été assignés en tant qu'institution de solidarité et d'intégration de nos économies et de nos sociétés pour un mieux vivre ensemble, en synergie et en solidarité, pour qu'ensemble nous constituions des ensembles intégrés qui doivent nous permettre de mieux faire face aux défis de la situation auquel chacun de nos pays fait face. Rappelant le contexte de la création de la CEDEAO et au regard de ceux qui ont présidé à la création de la CEDEAO à l'époque, on se rappelle que la CEDEAO effectivement a été conçue
et pensée par des chefs d'État qui à l'époque étaient principalement des chefs d'État militaires qui sont arrivés tous au pouvoir à l'issue des putschs qu'ils sont venus à commettre dans leurs pays respectifs et ils avaient à faire face, bien entendu, à la situation des pays qu'ils ont pris l'engagement et la responsabilité de promettre de bien gérer mieux que ceux qu'ils ont renversés. Donc, aujourd'hui, là, c'est assez curieux de constater que des gens qui n'ont rien à voir avec la démocratie en tant que démocrate vrai, en tant que démocrate sincère, parce que lorsqu'on parle de la démocratie, c'est le choix libre et conscient des peuples de leurs élus, pour que ces élus soient dans la posture de pouvoir les incarner, les représenter, les défendre, les gouverner, les gérer pour une bonne gouvernance des affaires de ces différents peuples respectifs. Mais aujourd'hui, doit-on faire le bilan de notre système démocratique en Afrique, au sein de nos pays membres de la CEDEAO? Dans quel pays peut-on parler de la vraie démocratie en tant que telle, qui réponde et obéit à ce que nous venons de dire, que c'est le choix libre et conscient des citoyens de ces pays respectifs pour choisir librement leurs dirigeants en âme et conscience sans aucune influence trompeuse? On a vu que dans beaucoup de cas, surtout aujourd'hui, le cas de ceux-là qui sont venus à prendre ces décisions fantaisistes, farfelues, depuis toutes ces années où on vient à faire face aux décisions fantaisistes de cette institution godillot, dénaturée, tordue aujourd'hui dans ce qu'elle est appelée à faire. Quand vous utilisez l'argent, comme le cas de Tinubu, pour se faire élire, soi-disant, encore que son dossier est devant la justice, qui n'a pas encore tranché sur la validité effective de ces élections qui ont fait de lui l'élu face à ses adversaires. Vous remontez sur le Bénin, où vous avez affaire à un président qui est arrivé dans les conditions que l'on sait, mais qui s'est maintenu dans les conditions aussi que l'on sait, qui n'ont absolument rien de démocratique. Parce que, tout simplement, on le sait, l'opposition a été étranglée et aujourd'hui nous sommes dans un système de gouvernance démocratique soi-disant mais monocolore, où la plupart des gens sont pratiquement de la mouvance présidentielle. Ça, c'est le Bénin. Vous remontez au Togo, mais là, on ne parle même pas de la démocratie parce qu'on se rend compte que c'est une dynastie qui fonctionne comme elle a fonctionné depuis toujours et qui donne les résultats aujourd'hui que l'on a, et on connaît tout ce qu'il y a comme amertume de ce peuple aujourd'hui par rapport à ce qui leur est imposé et qu'ils subissent malgré eux. Bien que là, on peut même faire du bémol en considérant que le président civil qu'ils avaient avait été plus ou moins choisi dans le contexte d'une élection dont on connaît, bien entendu, et tout ce qu'il y a comme objection ou observation qu'on peut être amené à faire. En continuant sur la Côte d'Ivoire, mais ça c'est la catastrophe. Et quand j'ai suivi le discours de M. Ouattara, à la fin du sommet, il s'est précipité à aller au micro dans son pays pour expliquer le sens des décisions qu'ils sont venus à prendre, comme s'il sera celui qui va porter la tenue pour aller à la guerre. Et il considère que
Et en ce qui concerne les problèmes d'argent, ils ont tout arrangé, ils peuvent mobiliser le maximum d'argent, oui. Évidemment, comme il s'agit de faire la sale besogne, ces alliés qui le commandent, qui le télécommandent, mais ils sont capables de donner le maximum d'argent dont ils auront besoin. Mais l'argent, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer l'argent à la vie des êtres humains. Monsieur Ouattara, si vous étiez simplement quelqu'un qui avait un minimum de scrupules, vous devez être le dernier à prendre la parole pour protester contre ce qui se passe lorsqu'on parle de la démocratie. Rien qu'à se rappeler des circonstances dans lesquelles vous êtes venu, à arriver au pouvoir déjà en 2010, ensuite, comment vous vous êtes maintenu au pouvoir jusqu'à orchestrer ce qui vous a rendu possible que vous vous donnez un troisième mandat dans les conditions que l'on sait, avec la complicité de qui on sait. Et pour des missions bien précises dont on sait, la France sait, qu'il n'y a que vous qui pouvez jouer ce rôle servile à leur solde et à leur profit. Et pour ça, ils sont capables de vous donner tout ce qu'il y a comme moyen pour illusionner des gens qui croient que vous avez l'intelligence supérieure et la capacité de faire évoluer le pays à travers certaines initiatives d'action de développement qui ont ébloui certains de vos compatriotes. Et c'est ça qu'ils brandissent pour dire qu'avec Ouattara, on a vu telle réalisation. Mais c'est normal. Ça a été la même chose du temps de Houphouët. Lorsqu'ils avaient choisi d'être les hommes de main de la France contre les autres pays d'Afrique. Mais donc, ça a été tout simplement un prolongement de cette situation. Donc, il n'y a pas de surprise que vous soyez à mesure de disposer de quelques avantages, des ressources indues qui peuvent provenir d'une manière ou d'une autre pour vous permettre de faire certaines réalisations ou qu'on puisse vous faire des facilités au niveau de certaines institutions telles que la Banque mondiale et d'autres institutions de financement pour que vous puissiez disposer des prêts bonifiés, des prêts avec parfois remboursables ou même des aides non remboursables pour que vous puissiez donner et faire quelques réalisations éblouissantes qui vont montrer que le peuple va être content de vous en disant que vous avez pu faire des réalisations. Mais il faut que les uns et les autres soient capables d'aller au-delà de l'immédiat, de l'immédiateté, des choses, de la face visible de l'iceberg. Il faut creuser l'iceberg pour savoir le fond des choses. Pourquoi la France fait ça? Pourquoi les Occidentaux, de manière générale, ont choisi de vous avoir comme homme de main et de vous imposer comme président au niveau de la Côte d'Ivoire et pour vous donner aussi des rôles que vous êtes appelés à jouer au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA. Vous savez vous-même, M. Ouattara, si vous avez un minimum de scrupules, vous ne pouvez pas accepter d'imaginer des sanctions contre des États sur la base de ce qui n'existe pas dans les textes. Les traités de l'UEMOA, les différents protocoles additionnels, les traités de la CEDEAO, les différents protocoles additionnels n'ont jamais permis, n'ont jamais prévu ce type de sanctions en termes de punitions sévères que vous avez aujourd'hui imaginé et vous avez réussi à faire du forcing pour les imposer et vous considérez que c'est en agissant ainsi, vous êtes en train d'œuvrer au rétablissement de la démocratie. Mais le fonctionnement des institutions aussi doit être démocratique et il doit être civique. Vous ne pouvez pas violer vos propres textes, agir comme vous voulez, faire du kamakaria comme on le dit dans notre langue et considérer que vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un
qui lui aussi a fait la même chose en agissant par effraction pour pouvoir atteindre des objectifs, peut-être qui sont ici, dans le cas du Niger, et pratiquement attendus par le peuple. Et la preuve, le peuple nigérien, face à ces événements du 26 juillet, a apporté la preuve concrète que c'était des événements attendus. D'où qu'ils viennent, quels que soient les auteurs, les Nigériens étaient étouffés au point où ils attendent l'implosion d'où qu'elle vienne. Et comme on le dit dans un dicton de chez nous, on attend le feu chez le forgeron, on le retrouve chez le tisserand. Et justement, parce que c'est la commande de Dieu. Dieu a voulu qu'il n'y ait, face à la situation dramatique que vit le peuple nigérien, face à tout ce qui a pu être vécu durant toutes ces années, Dieu a choisi d'inspirer l'homme inattendu pour qu'il décide de s'engager face à la gravité des choses dont ils sont témoins. Et en tant qu'officier supérieur qui aime son pays, formé pour qu'il défende la nation et le peuple, ils ont considéré qu'on ne peut plus jouer au cache-sexe. Il faut absolument déplumer la poule. Il faut absolument crever l'abcès. Au lieu de continuer à ruminer des choses dont on est témoin au quotidien, qui sont totalement aux antipodes de ce qui est logique, qui est normal, qui est attendu, qui est légal, qui est réglementaire, que seuls eux connaissent. Nous, de loin, comment on peut savoir? Mais là, dans leur témoignage, ils ont pu le dire, que voilà ce qu'ils reprochent à titre personnel au président déchu. Voilà les attitudes et les comportements dont ils sont principalement les seuls témoins de ce qu'il fait en termes de ses audiences, en termes des personnes contacts, en termes des relations qu'il développe, en termes des attitudes qu'il développe, en termes des décisions qu'il est venu à prendre et en termes de tout ce qu'ils sont venus à reprocher dans le cadre de leur communiqué annonçant les raisons pour lesquelles ils ont passé à l'acte. Donc, aujourd'hui, il y a une rencontre de souhaits et de volonté qui fait que le peuple nigérien, au lieu de dénoncer ce qui est arrivé comme ça a été le cas dans d'autres pays, quand vous êtes élu démocratiquement, c'est au peuple qui vous a élu de vous défendre et non à la communauté internationale ou à d'autres lobbies qu'on pourra mobiliser pour qu'ils viennent apporter la guerre au pays. Non, c'est au peuple qui vous a élu de le faire. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien qu'au lieu que le peuple qui a élu, soi-disant le président, démocratiquement élu, c'est le peuple qui se met de l'autre côté pour soutenir les militaires et considérer qu'ils ont fait une très bonne chose. Et que leur acte est louable et salutaire. Et c'est pour ça que vous voyez, vous constatez un peu partout, dans les différentes régions du pays, dans les différentes localités, même dans des coins les plus reculés du pays, vous voyez les gens organiser des manifestations pour exprimer de vive voix leur soutien à cette initiative qui est arrivée comme, et on peut dire, à point nommé. Donc, il faut simplement aujourd'hui que les gens sachent raison garder. Nous ne pouvons pas comprendre que pour des gens qui ont été généralement acteurs ou proches de toutes les tentatives, de tous les coups d'État qui sont arrivés dans notre pays, et qu'aujourd'hui,
Et le dicton qui dit qui vivra par l'épée périra par l'épée. Ils ont utilisé, ils ont savouré, ils ont exploité l'opportunité des différents coups d'État qui ont pu se faire dans le pays avant qu'ils ne viennent, eux, à être en position de pouvoir, qu'aujourd'hui que ça leur arrive, que les gens perdent le nord, ils perdent la tête, ils créent l'apocalypse, ils font la politique de après nous le déluge. Que si aujourd'hui ils doivent perdre le pouvoir parce qu'ils l'ont perdu, alors il faut que le pays brûle. Il faut qu'il n'en reste rien du Niger. Que même si le peuple nigérien tout entier va être brûlé, alors ils considèrent que c'est normal. Est-ce que ça c'est une attitude normale, une attitude de citoyenne, une attitude patriotique de quelqu'un qui a eu le bénéfice d'avoir la chance d'incarner et de représenter momentanément ce peuple digne et fier du Niger en tant que ministre, en tant que premier ministre, en tant que député, en tant que président de la République, que vous considérez qu'aujourd'hui, parce que vous perdez ces positions, ce qui n'est pas nouveau, d'autres l'ont vécu avant vous, que vous puissiez perdre le nord et courir partout en train de lancer des appels à la punition de ce peuple. C'est dommage, c'est triste, c'est lamentable. Ça m'écoeure de constater elle-même la CEDEAO de manière irresponsable, alors même qu'elle dit depuis le 30 qu'elle a suspendu le Niger, elle a fait ci et ceci, elle a fait cela comme mesure. Elle accepte de recevoir une délégation qui est censée représenter le Niger à la Réunion. Mais c'est grave, c'est malheureux, c'est triste. Une délégation fantoche farfelue qui vient s'asseoir pour dire qu'elle représente le président déchu, elle représente le gouvernement déchu, elle représente le régime déchu, et que sans aucune référence au texte de la CEDEAO et aux décisions de la CEDEAO, qu'on puisse les permettre de s'asseoir jusqu'à leur donner la parole pour qu'ils reformulent ces genres d'exigences qui consistent à plaider pour l'intervention militaire immédiate sur notre pays, contre notre pays, pour chercher soi-disant à déloger les militaires putschistes. C'est lamentable. Comment peut-on imaginer la réalisation de cette décision-là? Comment? Ça veut dire que dans les faits, en réalité, comme il l'a dit déjà dans une lettre qu'il a écrite, pour demander à la France d'intervenir directement sur le palais de la présidence et sortir le président qui est gardé par les militaires, qu'il considère qu'il avait la possibilité d'écrire une telle lettre pour demander à la France d'intervenir dans notre pays, dans une république souveraine, dans une république indépendante, dans une république dont l'intégrité du territoire est très claire. Même qu'on a des accords de défense avec la France, mais ce n'est pas les accords de défense avec la France, ce n'est pas pour établir l'ordre interne, c'est pour en cas d'agression. C'est quand il y a un pays étranger qui agresse le Niger que les accords de défense peuvent jouer, ou bien des forces infuses et diffuses, comme le terrorisme dont on parle, encore que là, c'est eux-mêmes qui l'ont organisé, qui le provoquent, qui le coordonnent, qui le fabriquent, qui le soutiennent, qui l'arment. Donc, c'est dans ces circonstances-là qu'on peut attendre que l'accord de défense puisse jouer pour que, aux côtés de notre pays, tous les amis qui sont d'accord avec nous et qui ont pris l'engagement de se solidariser de nous en cas de menace extérieure, que cela soit, et non dans le cadre d'une crise interne. Et comme vous l'avez dit, c'est une opération de police. Mais est-ce qu'une opération de police, elle appartient à quelqu'un de venir de l'extérieur pour la faire à l'intérieur de notre pays? Alors que nous avons nos forces de défense et de sécurité qui assurent justement la sécurité intérieure du territoire. Mais c'est lamentable. C'est dommage. C'est triste. Cet acte est un acte de traîtrise et de félonie qui doit en son temps
être traité comme tel, avec tout ce que cela comporte comme les conséquences de droit qu'on peut tirer au regard de nos lois, au regard de notre code pénal et au regard des aspirations de notre peuple. C'est profondément inacceptable que des individus qui ont tout eu de notre peuple, de notre pays, qu'ils puissent aujourd'hui tourner le dos à ce pays-là parce qu'ils doivent perdre leur position pour qu'ils puissent souhaiter l'apocalypse contre ce pays. Jusqu'à accepter de donner la possibilité à des individus farfelus comme Ouattara d'avoir à reprendre encore du service pour ramener les mêmes mesures qu'on lui a inspirées, qu'on lui a recommandées, qu'on a demandé à ce qu'il fasse. Parce que tout le monde le sait désormais que c'est la France qui est responsable de ça. C'est la France qui manipule. Même le Nigeria aujourd'hui, c'est dégueulasse. C'est triste pour un pays comme le Nigeria. Moi, j'ai honte. Un pays comme le Nigeria, avec tout ce que cela représente comme vision ou perception des uns et des autres du Nigeria comme une puissance en Afrique, qu'un président élu du Nigeria se comporte de la sorte et se laisse manipuler, instrumentaliser par un petit enfant comme ça. Il a beau être le président de la France, il reste un enfant. C'est un gamin à la tête de l'État français aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de Français de bonne facture en souffrent. Ils en souffrent par rapport à la situation dans laquelle aujourd'hui se trouve la France et la politique française de la France vis-à-vis du reste du monde. Tout le monde a vu M. Tinubu. Juste après son élection, avant même d'être investi, il se transporte en France. Il fait un séjour là-bas, en France, pour arrêter on ne sait pas quoi avec Macron. Ensuite, il est investi, il repart encore en France. Cette fois-ci, officiellement, en tant qu'élu, investi. Il va en France. Et la France arrête des choses avec lui. Et on orchestre la décision qui consiste à dire le sommet de Guinée-Bissau, il faut faire tout pour que ce soit lui qui devienne le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Et c'est sur la base de ce deal, et lui qui vient à peine d'être investi, à peine d'arriver, à peine il a 3 mois de fonction, on l'amène à prendre des responsabilités aussi graves avec sa déclaration qu'il a faite déjà en Guinée-Bissau pour dire qu'avec lui, il agira de telle manière que les coups d'État, et partout où il y a eu déjà coups d'État et les coups d'État à venir, ils vont faire tout pour empêcher que ça ait droit de citer comme voie d'action pour arriver au pouvoir dans nos différents pays membres de la CEDEAO. C'est lamentable. Aujourd'hui, lui qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'il a eu à faire pour même faire corps avec l'exercice de la fonction, appréhender tous les problèmes, d'abord internes, parce que le Nigeria est un État fédéral. Et il y a donc beaucoup d'États fédéraux. Il faut absolument maîtriser tout ça. Il a certes été gouverneur d'une région, mais ça ne suffit pas pour lui permettre d'avoir suffisamment de la jugeote pour savoir décider quoi décider. Quand même. Et voilà pourquoi on voit la situation tanguer. Et heureusement qu'aujourd'hui, la décision que lui il a prise, on a amené ça devant les élus du Nigeria d'abord. Et aujourd'hui même, récemment, la décision du Parlement de la CEDEAO. Parce qu'à côté de la conférence des chefs d'État, il y a aussi le Parlement de la CEDEAO qui a quand même son mot à dire sur la conduite de la CEDEAO dans l'exécution de ses missions, dans l'atteinte de ses objectifs. Ce qui nous est revenu jusqu'à ce matin, c'est qu'en effet, donc, le Parlement de la CEDEAO lui-même a considéré que ce n'est pas pertinent ni acceptable que des choses qui sont illégales
des décisions qui sont illégales soient prises contre un pays membre de la CEDEAO, alors que les textes n'ont pas prévu ça. Et qu'il faut absolument donc revenir à la loi, revenir au texte, et donc faire en sorte que toutes ces décisions illégales puissent être rapportées et rapidement on puisse rétablir l'ordre. Et que la question de l'intervention militaire contre notre pays, le Niger, que cette question ne peut plus être à l'ordre du jour au nom de la CEDEAO, étant entendu que le Parlement même de la CEDEAO aussi n'est pas d'accord. Le Sénat du Nigeria aussi n'est pas d'accord que le Nigeria soit engagé en tant que pays membre de la CEDEAO dans ça. On sait que Ouattara n'a pas consulté son Parlement, il a agi seul en tant qu'individu. Et Patrice Talon n'a pas consulté son Parlement, il a agi seul en tant qu'individu. Macky Sall, encore plus, pour ceux qui ont considéré qu'ils doivent jouer un rôle dedans et qu'ils doivent envoyer des troupes. Mais si vous décidez d'envoyer des troupes de manière illégale, sur la base illégale, sans respect aux procédures légales qui sont prévues par vos textes dans vos différents pays, sur quelle base vous pensez que vous pouvez croire que ces décisions que vous aurez à prendre vont pouvoir s'exécuter par tout le monde et par les militaires qui sont censés être respectueux des lois de vos différents pays respectifs et aussi des textes de la CEDEAO et de l'UEMOA. Maintenant, au regard de tout ça, il est important que des réflexions s'enclenchent pour regarder la fonctionnalité de la CEDEAO, la fonctionnalité de l'UEMOA, voir les réformes possibles et les mesures à prendre pour veiller au respect de la légalité au niveau de ces institutions. Le Mali a été victime injustement le 9 janvier 2022 de cette mesure grave, gravissime, et qui se sont abattus sur eux. Gel des avoirs, gel de ceci, gel de cela, mesures financières, interdiction de ceci, interdiction de cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils pensent comme nous, à la différence des pays anglophones. Mais les pays francophones, nous avons une monnaie commune dans le cadre d'une zone monétaire. Et c'est cela qui fait que ça a été facile pour la France d'imposer ça. Parce que la monnaie, elle dépend de la France. C'est une monnaie commune. C'est la France qui la fabrique pour nous. Et c'est la France qui dicte sa loi jusqu'à preuve du contraire au niveau du fonctionnement des institutions financières, notamment la BCEAO. Et c'est pour cela qu'ils ont vite fait de trouver les moyens de faire du chantage à nos pays. Ça a commencé avec Gbagbo en 2010, 2011. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé. Ensuite, aujourd'hui, c'est devenu un moyen totalement illégal pour menacer les pays. Et cela a été confirmé par la décision de la Cour de justice de l'UEMOA, qui a bien donné raison à l'État malien et a exigé le rétablissement de l'ordre à ce niveau. C'est que de manière galimatias, gangster, les gens ont refusé de respecter. Ils ont refusé d'appliquer. En violation de la décision de justice de la Cour de justice de l'UEMOA. Donc, quand les gens fonctionnent comme ça, en mettant de côté les constitutions ou les textes, les traités et autres textes qui sont censés être respectés. Mais comment cela peut parler de la démocratie et parler de rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique? Dans la mesure où c'est la même chose que vous faites au niveau de vos États respectifs et au niveau de des institutions sous-régionales et régionales, vous faites aussi la même chose. Vous mettez de côté les textes, vous agissez comme vous voulez et vous voulez maintenant utiliser la force pour vous imposer par la force au détriment des aspirations des peuples respectifs de nos États.
Comment on peut faire confiance à des institutions pareilles qui se transforment en machin à la solde des chefs d'État qui en font un syndicat et de ceux qui peuvent les manipuler, qui peuvent signer des contrats avec eux, comme la France, qui les manipule, ou d'autres alliés de la France, d'autres partenaires, de manière plus générale, des Occidentaux qui se sont regroupés au sein de l'Union européenne et qui participent au financement du fonctionnement de ces institutions-là. Et dès l'instant où ils participent au financement du fonctionnement de ces institutions, les gens considèrent qu'ils ont droit de vie et de mort sur ces institutions et par conséquent sur les décisions qu'elles peuvent être amenées à prendre. Et on les force la main. Mais comment devant une situation pareille, peuple d'Afrique, peuple du Niger, peuple de nos pays, de l'AEMOA et de la CEDEAO, on doit pouvoir accepter que ces institutions-là, fonctionnant de cette façon-là, vont pouvoir prendre des décisions qu'on va appliquer contre les peuples, sachant très bien que ce n'est pas contre les dirigeants visés, non, mais c'est contre les peuples. Aujourd'hui, même si on va faire combien d'années de sanctions, mais vous considérez que ça peut concerner les noyaux des militaires arrivés au pouvoir? Non, les premières victimes, c'est les citoyens lambda, les peuples de nos États respectifs. Aujourd'hui, vous partez à toutes nos frontières. Vous allez voir aujourd'hui, ici à côté, à Manaville, la frontière du Niger et du Bénin, il y a plus de 1000 voitures chargées qui viennent au Niger et il y a plus de 500 voitures du Niger qui cherchent à aller vers le Bénin. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est assez curieux qu'un pays comme le Bénin ne comprenne pas que le Niger est un enjeu stratégique pour lui, pour son économie. Non seulement pour le fonctionnement du port du Bénin, où essentiellement c'est les activités économiques du Niger, un peu du Burkina et du Mali, et qui font tourner le port de Cotonou. Mais en plus, aujourd'hui, avec le Bénin, nous avons un lien direct que nous avons établi récemment pour exploiter notre pétrole et passer par le Bénin et faire en sorte que nous puissions donc mutuellement tirer les avantages que l'on peut avoir par la traversée de nos deux pays, que ce soit le Niger ou le Bénin. Et aujourd'hui, c'est le Bénin qui décide, comme s'il considère que c'est grâce à M. Bazoum et que la décision a été faite, donc il faut ramener Bazoum au pouvoir pour que ça puisse... Non, c'est une erreur. La décision avait précédé l'arrivée même de Issoufou au pouvoir. C'est parce que les gens ont fait des manœuvres que ça a pris tout ce temps pour que le pipeline ne soit réalisé que maintenant. Dans les conditions que l'on sait d'ailleurs, où il y a eu une sorte d'inflation dans le coût de revient de la construction de ces pipelines-là. Donc si aujourd'hui le Bénin agit de la sorte, mais c'est très grave, ça annonce une mauvaise couleur parce que les relations entre le Bénin et le Niger, c'est les relations d'État à État et non les relations entre les individus qui sont passagers. Hier, c'était Kérékou. Après, c'est Nifo Segolo. Après, c'est, comment on appelle ça? Je parle depuis dans les années 90, depuis qu'on a parlé de l'avènement de la démocratie dans nos États. Mais on a vu combien de gens sont arrivés, comment on appelle ça? Et après Nisséfor Sogolo, il y a eu Kérékou, après il y a eu Kérékou 2, il y a eu, comment il s'appelle, Boni Yahi, Boni Yahi 1, Boni Yahi 2. Puis ensuite, aujourd'hui, on est à Talon 1, Talon 2. Mais donc, ça veut dire que la vie continue. Au niveau des États, c'est la continuité. C'est le principe de la continuité qui fonctionne et non autre chose. Donc, il faut arrêter de vous mettre le couteau dans le ventre et provoquer une situation qui peut même entraîner d'autres choses de façon bilatérale, ce qui n'est pas à souhaiter. Nos deux peuples sont des frères et nos deux peuples ont toujours vécu et jusqu'à la fin des temps, ils vont vivre ensemble parce que nous sommes liés par la géographie et par l'histoire. Personne ne va déplacer l'autre. Par contre, un pays lointain,
on peut se passer de la France. Il peut arriver qu'un jour, on n'ait plus à avoir affaire à la France. Même en termes de rien du tout, on aura besoin de la France. Mais on peut s'en passer. Mais on ne peut pas se passer de nos pays voisins. Parce qu'on est liés par la géographie et par l'histoire. Et de part et d'autre de nos différentes frontières, ce sont des familles, des parents qui sont des deux côtés. Donc pourquoi cela va pouvoir se faire? Jusqu'à ce qu'on voit le Patrice Talon barré pour dire voilà ce qui les amène à pousser, à prendre la décision. Il voulait faire un peu comme Ouattara. Et heureusement que ce n'est pas de la même dimension. Mais il faut que Ouattara et Talon sachent que nous observons tout. Et le comportement de chacun est observé jusqu'au petit détail. Et, Inch'Allah, de responsabilité, le moment venu, on tirera les leçons qui s'imposent. Mais pour le moment, je lance un appel à l'ensemble de notre communauté nationale, à l'ensemble de notre peuple, jeunes et vieux, hommes et femmes, en ville comme en campagne, que chacun considère que c'est un défi national et que c'est l'honneur de la patrie qui est en jeu. Et nous avons le devoir impérieux de nous mobiliser pour défendre l'honneur de la nation, au prix de nos vies. Parce que c'est notre seul pays, c'est notre pays. Personne ne va le défendre à notre place. Et lorsque quelqu'un décide de nous porter la guerre, porter une agression contre nous, nous avons le devoir de défendre la nation. Nous avons le devoir de l'unité, de la solidarité entre l'ensemble de nos compatriotes pour que nous faisons face. Pour que nous fassions, je vais dire, face aux ennemis déclarés, qui nous ont déclaré la guerre, une guerre injuste. Qu'est-ce qu'on a fait au Nigeria pour que le Nigeria se solidarise d'autres pays pour nous agresser? Sachant très bien que nous avons toujours considéré que le Niger et le Nigeria, c'est des frères siamois. Et que des deux côtés de nos deux frontières, c'est des familles en fait qui sont ensemble. Pourquoi ça va être comme ça? Heureusement que nous avons vu et nous avons observé que beaucoup de gens de bonne facture sont en train de se mobiliser un peu partout au sein du Nigeria pour attirer l'attention du président nigérien qu'il fasse attention aux actes qu'il peut être amené à poser à leur nom. Parce que lui, il est venu en tant qu'élu de ce peuple-là. Et si le peuple n'est pas d'accord, il a l'obligation de l'écouter. Et il ne peut pas décider seul d'engager le pays à la guerre. Une guerre qui aura certainement impacté aussi négativement le Nigeria. Parce que si cela devait arriver, mais on ne sait pas qui la guerre va toucher. Et elle va durer combien de temps? Et qu'est-ce qu'on peut être amené à avoir comme bénéfice dans ça? Donc voilà pourquoi nous gardons l'espoir. Nous osons espérer qu'au niveau de notre peuple, de la même manière que la mobilisation a pu se faire depuis là, elle doit se continuer et se poursuivre, comme nous l'avons dit, une mobilisation déterminée, stoïque, et que les uns et les autres fassent preuve de grande résilience et qu'ils puissent s'organiser à mieux pour gérer le minimum que chacun a, de manière à passer le cap de cette situation difficile pour éviter l'ostentation, éviter les désordres, éviter aussi dans tout ce qui doit se faire de s'en prendre à qui que ce soit avec violence. Nous sommes en train de faire une guerre de conquête, une guerre pour nous défendre, une guerre de conquête de notre souveraineté et notre indépendance que nous voulons affirmer, mais aussi une guerre pour défendre notre dignité et notre honneur face à ceux qui veulent nous porter la guerre. Et pour cela, les uns comme les autres doivent s'investir partout pour sensibiliser les uns et les autres, attirer l'attention de chacun, amener chacun à comprendre que voilà la situation telle qu'elle arrive.
les événements qui sont arrivés le 26 janvier, le 26 juillet passé, sont des événements qui sont là et il faut les gérer comme tels et accepter de faire face à la situation. Et quand on dit on va rétablir l'ordre démocratique et républicain, mais cela ne veut pas dire que c'est un retour de l'ordre ancien. Mais on doit pouvoir, de ce point de vue, considérer qu'il y a lieu, avec les nouvelles autorités, de s'engager à rétablir l'ordre démocratique et républicain, c'est-à-dire à organiser une transition démocratique qui va pouvoir conduire au retour à la démocratie et que l'on soit dans une posture où effectivement on va faire des nouveaux textes à l'issue des assises nationales qui vont pouvoir prendre en compte l'ensemble de ceux qui constituent les obstacles et les impairs que nous avons relevés de toutes nos expériences depuis la fin de la conférence, pour qu'on sache comment, plus jamais, ce qui peut amener des comportements déviants de la part de nos autorités démocratiquement élues, qui puissent conduire à des blocages et qui puissent conduire à des ressentiments, à des frustrations qui n'ont pas lieu d'être, pour que cela puisse servir, bien entendu, de prétexte légitime pour évidemment évincer les régimes. Parce qu'on ne peut pas, face à la souffrance du peuple et devant un régime sourd qui refuse d'écouter et qui fait à sa tête, qui ne respecte pas les textes qui constituent notre contrat social, notre contrat moral, notre contrat politique, que naturellement, le peuple ne va pas rester comme ça, les bras croisés. Et quand le peuple se mobilise, il faut bien qu'il y ait une façon de mettre fin à ça, à la situation. Et donc, si nous voulons l'éviter, nous devons travailler nous-mêmes à soigner nos comportements, nos attitudes de démocrates. Nous ne pouvons pas être démocrates le jour et être autre chose la nuit, et être autre chose le jour et faire le démocrate la nuit. Ça ne doit pas se passer comme ça. Nous devons avoir des comportements suffisamment transparents, suffisamment sincères, suffisamment intègres, suffisamment honnêtes pour que dans l'exercice des affaires, des pouvoirs à nous conférer, qu'il n'y ait pas ce qui pourrait amener les uns et les autres à constater que la convention commune est violée. La constitution que nous nous sommes librement donnée nous fait des obligations à chacun de nous. Et elle responsabilise chacun aussi à veiller à ce que les choses se passent normalement. Si vous vous rappelez, dans les dispositions de la Constitution qui vient d'être suspendue, il est clair qu'on a dit l'ambition de notre pays, c'est de bâtir un État de droit qui puisse garantir l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société, et d'autre part, l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Mais on a bien vu tout ce qui s'est passé dans la réalité de la gestion, de manière concrète, tout le monde a vu. Donc voilà pourquoi je profite à nouveau pour considérer que nous devons faire preuve de dépassement, pour regarder l'avenir de notre pays, pour regarder l'avenir de notre nation, pour ne pas que par nos actes, par nos gestes, par nos attitudes, que nous puissions prêter le flanc à une désintégration totale de notre pays où cela ne fera le bonheur de personne. Cela ne fera le bien à personne. Même les voisins qui entendent porter l'agression contre nous, ils ne vont pas s'en sortir. Et donc, pour éviter une telle déflagration, il faut que les uns et les autres sachent les en garder. À notre peuple, nous lançons un appel de fermeté, un appel d'engagement, de courage, de détermination pour la défense digne de notre peuple, pour la défense digne de notre pays face
à toute agression de toutes sortes. Et nous ne devons pas avoir honte, ni avoir à nous gêner de définir les approches qui doivent nous permettre de développer toute forme de relation et de coopération avec tout celui qui peut et veut coopérer avec notre pays pour que nous puissions faire face à cette situation et que nous puissions bâtir une vraie coopération et dans un Niger nouveau, avec une logique nouvelle, avec des ambitions précises pour garantir l'édification de notre nation et garantir aussi l'épanouissement de tous et de chacun de notre pays. Dans une saine ambiance citoyenne et patriotique et dans un rapport d'équité et d'équilibre, de respect vis-à-vis de nos différents partenaires et d'à côté et lointains. Vive le Niger, vive la patrie, vive le peuple nigérien, en avant pour le combat. C'est votre frère, Nuhu Mohamedou Arzika, qui vous a parlé dans cet audio. Je vous remercie.